Alright, commençons avec deux citations en anglais, mais je pense que tout le monde parle en anglais. Je vais faire ma présentation en français. J'ai quelques citations en anglais, pas beaucoup. Mais je voulais commencer avec ça. Et ces deux citations, en fait, deux témoignages que j'ai pris dans ce livre-là. Men Against Desert, qui en fait rappelle la mobilisation dans les années 30 contre la sécheresse au Canada, donc l'Alberta, Saskatchewan. C'est un sujet dont je vais parler aujourd'hui, entre autres. Et oui, commençons avec les deux stations. Donc, les deux stations viennent de gens qui ont en fait vécu dans les prairies canadiennes durant les années 30. Et il y a fait une sécheresse à ce moment? Il y avait les fameuses... la sécheresse des années 30, où vraiment c'était le chaos total. Donc eux, ils discutent, il y a deux témoignages là-dessus sur un peu en fait comment la vie était à ce moment-là. C'est un slideshow. Ok, est-ce que quelqu'un veut lire David? I was teaching school at the Cold Creek Colony, southwest of Rockglen, and used to hitch rides into Moose Jaw to see my folks. It was as common in those days to get caught in still drifts on the highway as it was to be caught in snow drifts. The Mounties used to say that they were busier gathering up people who had been driven insane by the Depression than in chasing crooks. There was one occasion when I was getting a ride back to school from Moose Jaw, and we were stopped by the Mounties. They were searching for a farmer who had disappeared. His section-and-a-half farm had once been excellent land, but it had grown no crop in 5 years. The day before the Mounties stopped us, people going past had noticed this man driving his binder up and down a field in which nothing but stunted Russian thistle was growing. He had stopped and shouted to one of them, "Look at this for a stand of wheat. If it will go a bushel, it'll go 50 bushels to the acre. Best crop I ever saw." The Mounties had come to take him away, but he was nowhere to be found. His wife hadn't seen him since the day before when he had gone to the barn after breakfast. Dame Cameron, Man Against Desert. My brothers farmed near Brycrest, Saskatchewan, and for 9 years they never sold a bushel of wheat. One year it came up, not too bad. My nephew was running the binder while his father worked around the place. He saw a black cloud coming up in the west and started to shiver, but the boy could get the binder and horses back to the barn a half-mile away. The storm had hit, and not one blade of wheat was left standing. My brother cursed the earth, the heavens, and all that was there in that day. My mother loved pansies, and she started a few plants in a tin can in March. Then she set them out in a little round flower bed about the end of May. She watered them faithfully every night from a well about 10 blocks away. They were in full lovely bloom, and we thought sometimes they were the only things that were keeping her sane. When the grasshoppers struck, she covered the few in the middle with an upturned stovepipe. Brr, by golly. But by golly, they dug under it, and by morning there wasn't a shred of pansies left. Huh. She took one look at them and threw her apron up over her face and cried. She said, "I'll never try again." She never did. Ok, désolé de commencer comme ça, mais je voulais dans ma présentation adresser la question de l'espoir. On en a parlé récemment à travers la pièce Prométhée enchaîné, où Prométhée, dans la pièce, est celui qui donne le feu à l'homme, donne la science, l'écriture, reconnaître les saisons, etc. Mais aussi il donne des espoirs aveugles, je vais dire.
Et au début, tu ne sais pas trop quoi faire avec ça. OK, c'est une bonne chose. Le sport aveugle. Ça serait pas une forme de mensonge contre l'espèce humaine de faire ça. Et en fait, la question qu'on pose, que je vais poser dans ma présentation, c'est qu'est-ce qui fait en fait que l'être humain avance à travers les générations? Parce qu'évidemment, on pourrait dire aujourd'hui, OK, les années 30, la sécheresse des années 30, c'est fini, on n'a plus vraiment cette situation-là, on y a remédié. D'une certaine manière, c'est vrai, mais pas vraiment non plus. On est dans une situation où même en 2014, on peut considérer, selon certains experts qui font des moyennes, que sur 10 ans, il y a toujours 2 années de sécheresse dans les prairies canadiennes, similairement à d'autres places en Amérique du Nord. Et à chaque fois, on parle de milliards, évidemment, de milliards de dollars de dommages. Et dans certains cas, des dommages qui sont pratiquement irréparables. Et évidemment, le plus gros dommage actuel, c'est Obama. Et j'ai remis une feuille à plusieurs d'entre vous, ceux qui n'ont pas. Ici. C'est le texte J'accuse de Lyndon LaRouche qui est sorti récemment. Qui était, je crois que c'est la base de la publicité là, qui est aussi dans plusieurs magazines, dont le Washington Times. Et en fait, LaRouche remet sur la table la nécessité de destituer Obama, vu son narcissisme et sa folie non passagère. Et aussi ses différentes déclarations récemment concernant l'Ukraine et concernant aussi un décret présidentiel signé le 6 mars, dans lequel, si quelqu'un peut lire, peut-être Pascal. Oui. Obama dans son décret présidentiel du 6 mars 2014. Les actions et politiques de certaines personnes, y compris des personnes qui ont exercé des fonctions gouvernementales dans la région du Crimée, sans l'autorisation du gouvernement ukrainien, c'est-à-dire le gouvernement illégitime de Kiev, qui sape les processus démocratiques et les institutions de l'Ukraine, menace la paix, la stabilité, sa souveraineté et son intégrité territoriale, et contribue à la distribution inappropriée de ses avoirs, constitue une menace exceptionnelle et hors norme à la sécurité nationale et à la politique étrangère des États-Unis. Et avec ce décret, je déclare un état d'urgence national pour faire face à cette menace. OK, donc c'est une déclaration. En fait, plusieurs personnes dans les médias ont parlé d'un acte très, très insensé, parce que c'est en train un peu, en fait, de lancer de la boue au visage de Vladimir Poutine, en disant, écoute, là, tu vas avoir des sanctions économiques, là, place-toi sinon ça va aller mal. Évidemment, Poutine, là, c'est pas un libéral, là. C'est pas un baby boomer sur le pot. Là. C'est quelqu'un qui veut défendre sa souveraineté et qui sait que c'est menacé. Évidemment, on a parlé beaucoup de ça, du danger de guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, qui pourrait mettre un terme au concept d'étonation et à la population mondiale comme on la connaît aujourd'hui. Donc, on est dans une direction de danger de guerre mondiale. Et on a eu récemment des actions prises par des décideurs politiques américains, notamment, dont je vais en parler de 2 ou 3, qui en fait, selon LaRouche, ont l'air d'être des actions limitées dans le temps et dans l'espace, mais en fait, c'est des actions qui viseraient à une destitution rapide de Barack Obama. Et quand on parle rapide, on parle en fait on pourrait même parler de quelques jours, selon Francis Boyle, qui est un avocat constitutionnel aussi dans le droit international, qui nous a donné une entrevue récemment et dans le passé aussi, sur en fait la possibilité, sans même avoir de grands débats dans le Congrès, tu peux destituer Obama en l'espace de quelques jours
grâce à certaines choses qu'il a faites, notamment le programme de drone pour l'assassinat de citoyens américains, aussi la guerre en Libye, une guerre illégitime en Libye. Et il y avait un autre point aussi. Des points qui sont indiscutables. Il y a d'autres points qui s'ajoutent à ça, comme par exemple ce qui se passe maintenant avec l'Ukraine. Il y a des gens qui disent, telle déclaration, c'est un acte qui pourrait amener une destitution parce que c'est un acte qui est insensé. Un président qui agit comme ça, t'es président, t'es pas dans un carré de sable avec tes petits amis. Tu es en train de décider de l'avenir de l'espèce humaine. C'est quasiment une déclaration de guerre, mais justement, Obama, c'est pas lui qui est censé déclarer la guerre. C'est le Congrès. C'est un réflexe de joueur de jeux vidéo. Tu pèses les boutons, puis. Même si t'exploses, c'est pas grave, tu recommences la partie. Ok, donc la première chose, si je regarde mes. Ça c'était. Ah, ça c'est ma deuxième. Okay. Donc le premier événement, c'était la sénatrice. Je pense qu'on dit le sénateur Diane. Le sénateur américain Dianne Feinstein, qui avait déclaré récemment que en fait la CIA avait été prise à effacer des documents confidentiels durant pas une séance, mais dans le comité de renseignement du Sénat américain. Et Dianne Feinstein, qui était à la tête de ce comité-là, dit en fait que le CIA a effacé des documents. Et des documents très importants qui auraient à voir avec les actes passés par des décideurs américains concernant la torture et différents actes de barbarie du genre. On se rappelle la prison Guantanamo Bay, dans laquelle on avait démontré que des gens comme Dick Cheney, en fait, étaient des gens qui supportaient les pratiques de torture. Et que là, en fait, il y aurait des documents qui auraient été cachés. Et c'est même plus un secret parce que Jay Carney, qui est le représentant de la Maison-Blanche, qui donne la conférence de presse de la Maison-Blanche à chaque fois, le dit lui-même. Il dit il y a environ 9000 documents qu'on a gardés à part des histoires de protection de certains de nos dirigeants, etc. etc. Donc, évidemment, c'est très grave, mais Larouche dit ça peut aller beaucoup plus loin que simplement une tape sur la tête de Jay Carney. C'est quelque chose qui peut faire tomber Obama. L'autre chose qui était aussi intéressante, c'est en fait une nouvelle loi, une nouvelle résolution plutôt, la HR 428. Donc, dans le Congrès, il y a une loi qui vise à déclassifier 28 pages d'un rapport sur le 11 septembre. Donc, 28 pages qui en fait touchent le sujet du rôle de l'Arabie saoudite dans le 11 septembre. Et la manière dont ça fonctionne, c'est-à-dire que, en fait, je pense, on dit que c'était une première, en fait, que 28 pages d'un document soient classifiées comme ça. C'est pas juste des mots qui sont barrés ou des petits trucs qui sont cachés, c'est vraiment les 28 pages. Mets ça dans la section classifiée. Et ce qui arrive, c'est que les membres du Congrès, par exemple, ils ont accès à ce document-là, mais tu ne peux pas prendre de notes, tu ne peux pas parler à haute voix. Donc, tu peux le lire assis dans une salle insonorisée, puis tu peux sortir, puis tu ne peux pas en parler. C'est classifié. Donc, c'est pour ça que ces gens-là, on parle de... Il y avait 3 personnes, 3 membres du gouvernement, 3 membres du Congrès à une conférence de presse qui ont dit ça, et je vais vous faire jouer juste un des témoignages, environ 1 minute, 2 minutes, pour donner un peu un sens de qu'est-ce que ces gens-là ont en tête, parce qu'ils ont lu les 28 pages, OK? Et là, ils se retrouvent avec ça, puis ils sont déboussolés un peu. Donc, je vais vous faire jouer le... Monsieur Larouche a dit aussi que ce n'est plus un secret. C'est-à-dire qu'on sait déjà beaucoup de choses sur l'Arabie saoudite et leur rôle, mais là, la question qui est posée par M. Larouche, c'est pourquoi ça a été classifié, vraiment? Et qui est derrière cette classification-là? Parce qu'en mettant ça au grand jour, ben là, si c'est vraiment une bombshell ou un gros scoop,
là, les gens qui ont déclassifié ça vont être vraiment dans la merde. Donc, la question de destitution revient en place. Donc, celui qui va parler, son nom va être marqué, c'est un membre du Congrès du Kentucky. Donc, vous avez Walter Jones qui a travaillé plusieurs fois avec nous sur différents sujets concernant la guerre en Syrie, par exemple. Stephen Lynch, celui au milieu, il y a l'autre qui va Massey, je pense. Thomas Massey. Je sais que c'est Thomas, son prénom. On va le voir de toute manière. OK. I'm going to be brief. I want to echo the statements of Congressman Jones and Congressman Lynch. I'm Thomas Massey from Kentucky. Look, this is something that the families deserve to know. This information, it's been over a decade, 13 years since this event happened. And we've had a narrative in the media and in the press and in the collective American conscience of what happened that day, but I don't think it's fully informed, and it won't be fully informed until everybody gets to see these 28 pages. And just to echo what Congressman Lynch said, I'm here for the families, but I'm also here for our country to look forward. We have to decide how to prevent another 9/11 type event from happening. Until you have the full picture of what actually happened, the intelligence picture, how can you participate in that debate? How can we know that what we do will prevent another 9/11 from happening? And how can we know that some of the things that maybe we would otherwise endeavor to do might be overreactions? So also, I want to talk about the experience of sitting down and reading these 28 pages. It's in a room where it's soundproof and you're escorted in there and you're escorted out and there are no notes. But this is something that's sort of shocking when you read it. As I read it, and we all had our own experience, I had to stop every couple pages and just sort of absorb and try to rearrange my understanding of history for the past 13 years and the years leading up to that. It challenges you to rethink everything. And so I think the whole country needs to go through that. It's going to be difficult and it could be embarrassing, but that is no reason to keep the truth from the American people. I want to finish with two challenges. I want to challenge all the congressmen who have not read these 28 pages, who have the ability to go read these 28 pages, to do it for your constituents. There are 435 districts in this country. Every congressman needs to see these 28 pages. And then I challenge them to co-sponsor Congressman Jones and Congressman Lynch's bill like I have. And finally, the final challenge I want to issue is to those who would keep these pages secret. You need to have your own press conference. You need to be held to a standard to answer the questions. Why do you want to keep these 28 pages secret? In my estimation, as shocking as the 28 pages are, and as much as they sort of rearrange my understanding of what happened, I don't think it would hurt our national security to release this, and it would give families the answers they deserve as well. Thank you very much. Donc, à la conférence, il y avait aussi des familles des victimes du 11 septembre. Mais vous voyez que le gars, il faut que je repense les 13 dernières années d'histoire que je pensais connaître. Donc, c'est quelque chose qui a l'air assez intense, assez aussi évidemment très important. Puis comme il le dit lui-même, il dit ceux qui ont classifié ce document-là, ben sortez de l'ombre puis défendez-vous parce que ça n'a rien à voir avec la défense nationale. Il n'y a rien qui exposerait quelque chose de qui enfin mettrait la sécurité nationale en danger. But even when he talks to the public, he cannot reveal what he... Non, c'est ça. He's gonna go in jail. Wow. C'est classifié. Donc, et le commentaire aussi que Larouche avait fait, c'est-à-dire c'est toute la question du 11 septembre. Quand on parle du 11 septembre, on parle aussi de gens comme Dick Cheney, qui était l'ancien vice-président avec George Bush Jr., qui était le gars en charge, George Bush étant inapte à être le président d'un club social. Et justement, toute la question de torture, la question de guerre, Cheney était dans tous les sujets. Et là, d'avoir Obama qui protège
Cheney dans la question de l'espionnage de la CIA, les documents cachés sur la question de la torture, démontre en fait la continuité, malgré un changement de parti au pouvoir, de parti, disons, à la présidence. Il y a un changement, technique ou arbitraire. Il n'y a pas de changement de direction en soi. C'est scandaleux. Donc, ça, c'est quelque chose dont nous, on a parlé, évidemment, dès qu'Obama était arrivé, on savait de quoi il était question. Un peu, justement, à l'image des années 30 en Allemagne, vous avez des fascistes qui étaient financés de l'extérieur. C'était pas la population allemande qui sortait le Reichsmark pour donner des millions à Hitler. On avait affaire des gros investissements venant de l'extérieur. Et comme aujourd'hui, ben, on a la même situation. En fait, on l'avait en Syrie, si vous vous rappelez. On avait les États-Unis et l'Angleterre. Il y avait justement il y avait un appui qui se faisait financier à des groupes liés avec Al-Qaïda, qui quelques années auparavant était un groupe qui était l'ennemi, qui était l'image de l'ennemi même. Puis on voit la même chose en Ukraine, avec le nouveau gouvernement, le gouvernement de transition auquel le Canada a donné 220 millions de dollars pour démarrer le projet, en fait le projet fasciste d'un point de vue, idéologie nazie, puis d'une idéologie financière qui est surnommée les ultra-libéraux par beaucoup de gens. Et que le nouveau gouvernement, en fait, le gouvernement ukrainien actuel qui est en Russie, a déjà fait des déclarations de là et parle justement de ce danger fasciste. Et on voit que, en fait, les nouveaux postes, les postes qui sont comblés par les nouveaux dirigeants, certains des postes très importants sont donnés à des gens qui sont prêts à tout couper dans le budget pour faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Puis aussi la question des néo-nazis, c'est-à-dire une guerre contre d'autres ethnies, d'autres cultures. Les Juifs, dans ce cas-là, on parle des Juifs et des Russes. On parle de partis comme le Parti Svoboda, le premier en haut, là, Alexander Sich, vice-premier ministre, le Parti Svoboda qui se connecte historiquement avec des gens comme Stepan Bandera, un ancien nazi ukrainien, et d'autres personnes, ministre de l'Éducation. On a Dimitri Boulatov, en fait, Dimitri Boulatov et Andrei Paroubi étaient des gens directement impliqués dans la mini-guerre civile à Kiev, dans les grandes manifestations où il y a eu plusieurs morts. Donc, c'est des gens qui étaient enfin des stratèges militaires pour l'opposition contre le gouvernement puis pour le renversement fasciste. Donc, il y en a plusieurs comme ça. C'est sur le site, évidemment, on a bien montré ça. Et là, récemment, je pense que la dernière nouvelle là-dessus, le gros scoop, c'était pas vraiment un scoop, dont on savait de quoi était question. Mais déjà, selon le magazine Commerçant, c'est en Allemagne, ou c'est russe? C'est vrai, je pense. Donc déjà, il est démontré que l'Ukraine s'apprête à faire des coupures de 50% dans les pensions, qui est en fait une des approches nécessaires pour que l'Ukraine joigne l'Europe. Mais plus que ça, il faut que l'Ukraine se soumette aux conditionnalités du FMI pour pouvoir entrer. Donc, c'est coupure, d'évaluation de la monnaie, les pensions, les salaires des travailleurs publics, etc. Donc, c'était visible à voir et les Russes ont vu ça aussi. Les Russes voient le travail fait par les Occidentaux depuis au moins 2011, c'est-à-dire qu'on parle de danger de guerre nucléaire visant la Russie. C'est vraiment crasse, juste pour dire ça, mais c'est vraiment crasse la part de gens comme notre ministre des Affaires étrangères, là, John Baird, d'aller là-bas puis de prêcher la démocratie puis la liberté pour tous les Ukrainiens, puis qu'en échange de 220 millions
dont on parle, là, que le Canada va donner. C'est pas vraiment un don, c'est parce que ça, c'est inséré dans les conditions du FMI. Tu sais. C'est vraiment. En tout cas, j'ai pas de mots. Ouais, Donc, donc c'est ça, c'est-à-dire, ça c'est la situation au niveau de l'Ukraine. Donc, évidemment, on va voir ce qu'il faut faire, mais comme le dit Larouche, vous allez voir dans le papier que je vous ai laissé, il y a suffisamment de documents pour destituer Obama. Maintenant, c'est une question de courage et d'être capable d'avoir en tête, non pas simplement qui va remplacer Obama, est-ce que lui va faire une bonne job. C'est pas ça la question. La question, Joe Biden arrive, c'est le vice-président, légalement, c'est lui qui arrive, ok, c'est clair. Il est moins fou, parfait, mais c'est la question de politique. Est-ce qu'on a une politique qui va arrêter un danger de guerre, qui va, en fait, l'opposé de la guerre, c'est le développement économique. Est-ce qu'on va aller vers cette direction-là? Est-ce qu'on va mettre les gens coupables de la promotion, en fait, de la destruction des nations, est-ce qu'on met ces gens-là en prison ou est-ce qu'on les laisse reprendre le contrôle graduellement en se disant « Ah zut, je pensais que Joe Biden allait changer le monde. » OK, donc dans le but de discuter justement de ce changement-là, puis de la question sur laquelle je vais revenir, de la question de l'espoir. On a parlé récemment dans notre mouvement, puis évidemment c'est partout aux États-Unis, la grave sécheresse qui frappe la Californie et comme vous voyez un peu les États du sud aux États-Unis, un peu aussi le nord-est du Mexique. Donc la pire sécheresse depuis 500 ans selon des experts. 100% du territoire est affecté par la sécheresse de manière exceptionnelle jusqu'à anormale. Donc, c'est dans les médias. C'est dans les médias, wow, donc tout le monde en parle. Évidemment, non. Parce qu'il y a un problème avec la sécheresse. Je vais vous montrer des statistiques précédentes. Là, on parle, j'ai pris le 28 février 2014. Donc, vous voyez là, la Californie est frappée durement. Il y a un peu le centre-sud des États-Unis, mais si on recule d'un mois, donc excusez-moi, on recule d'une année, là vous voyez la sécheresse dans le centre, très dur aux États-Unis. Ça c'est 2013, donc on avait 2014, 2013, 2012, la Floride, ça a frappé dur. Là je recule 2009, là vous voyez au Canada. En fait, 2009 était la fin d'une des plus graves sécheresses au Canada. 2002 à 2009. Ça, c'est une des plus grosses sécheresses au Canada. Et le 31 juillet, on recule d'une année, 2007. Donc, le point que je voulais faire, c'est que si on regarde ça d'année en année, si vous êtes là, 2009, ah ben crime, pas de capoter, on va s'en remettre. Puis sûrement qu'il y a eu plus de pluie, puis des pluies quand même importantes à ce moment-là, malgré la sécheresse. Et là, ça commence à dégénérer. Et là, vous avez maintenant, ou la Californie, qui est en passant, qui produit 30% de la production alimentaire, surtout axée sur les fruits et les légumes. Donc des terres très très riches. Mais là, on est à 100% du territoire qui est en la sécheresse. Tu dis 30% de quoi? De quelle surface? De l'Amérique du Nord ou du monde? 30% des États-Unis. Des États-Unis. Production des États-Unis. Ah, ok. Pardon. Mais en fait, le vrai problème ne se situe pas dans l'année 2014 ou même dans l'année 2007-2009. Le problème, c'est que la sécheresse est un phénomène dans la nature que les humains ont été capables de combattre, mais qui est là depuis ce qu'on sait. On peut remonter jusqu'au 13e siècle, du moins au Canada. On monte jusqu'au 13e siècle où on a des secousses de sécheresse. Et c'est des choses qui peuvent être découvertes à travers l'étude du bois, par exemple, des arbres. Les différentes
Après chaque année, il y a l'arbre croît, donc on est capable de voir à travers les années quels ont été les changements, quelle est combien il y a d'oxygène, de nitrate, les différentes composantes dans l'arbre, par exemple. Donc, c'est pas un truc de réchauffement climatique. On pourrait supposer, OK, peut-être que ça empire aujourd'hui, que ça empire le phénomène, mais peu importe. L'idée, c'est comment on va aller à la source de ce problème-là et comment, en fait, on va renverser la situation. Parce que là, si vous perdez la Californie graduellement, là, vous n'avez pas le choix, c'est immanquable, vous parlez de famine aux États-Unis. C'est pas une exagération, c'est là. Si les années prochaines ne s'améliorent pas, en fait, ça va aider, mais ça va, même si ça s'améliore, ça ne va pas résoudre le problème. Parce que là, on a tapé dans le fond des puits, les ressources souterraines d'eau sont plus que limitées, sont inexistantes pour plusieurs villes, au Texas comme en Californie. Et là, on commence justement à rationner. Donc, c'est le débat, justement, à savoir qu'est-ce qu'on sauve. Est-ce qu'on sauve les gens? Est-ce qu'on sauve le bétail? Est-ce qu'on sauve l'agriculture? Est-ce qu'on sauve les poissons? Puis là, évidemment, vous avez un débat de fou. Donc, qui on coupe? Okay, toi, je t'aime pas, toi, on coupe. Peut-être qu'on peut couper 50 personnes, 50 poissons. Donc, ça devient fou. Et c'est là où, un peu à l'image de la personne qui est devenue fou dans les prairies. Donc là, les situations peuvent rendre les gens fous. Quand on regarde la politique, je pense que c'est un des meilleurs exemples, où souvent les discours sont tellement ridicules, mais on est dans une situation, justement, si on ne renverse pas le courant, on va frapper un mur physique, donc on va perdre une capacité de production alimentaire hyper importante, et on va justement rater, en fait, un tournant qu'on doit prendre en tant que société. Et en passant, ces cartes-là sont disponibles sur Internet. Il y a un site du North American Drought Monitor. Vous voyez en haut. mcdc.noaa.gov. Donc tout est disponible. Il y a d'autres cartes aussi là, sur les températures et d'autres phénomènes naturels. Donc, ce que je dois faire pour mettre en fait la crise californienne en contexte, c'est de regarder en fait, comme j'ai pu voir dans ce livre-là, Men Against the Desert, dont j'ai parlé au début. Les années 30 étaient une des pires catastrophes naturelles pour l'Amérique du Nord. La région que je vous montre là, ça s'appelle le triangle Palliser. Palliser, donné au nom de l'explorateur Palliser, qui lui avait dit dans les années 1890, il avait dit, perdez pas votre temps avec ça, il n'y a rien à faire, c'est juste du sable, laissez tomber l'agriculture dans cette région-là. Et évidemment, il avait dit ça, pourquoi? Parce que quand lui était allé, ça sèche pas à peu près. Donc il arrive là, puis il n'y a rien, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de plantes, il n'y a rien à faire ici. Évidemment, c'est une assez grosse déclaration à faire parce que quand il se met à pleuvoir, c'est la végétation qui sort de tout partout. Donc, c'est des terres très très riches, comme vous voyez. On peut dire rapidement là, que plus la terre est foncée, meilleurs les minéraux sont dans cette terre-là. Et en fait, dans les années 30, le très grave problème était un problème d'érosion, c'est-à-dire que vos terres très riches disparaissaient à travers le vent, les tempêtes, parce qu'il n'y avait plus de gazon, le gazon était trop sec. Et en fait, quand vous aviez du gazon, le problème c'était que le sable, le sol des autres endroits qui étaient sèches, s'en venait sur votre terrain et détruisait votre récolte. Donc il n'y avait aucun moyen de s'isoler de la crise. Je vais vous montrer, j'ai 2-3 photos, mais là vous avez, ça c'est pas juste du sable qui se promène lentement, c'est en fait une tempête qui amène le sol, et dans le cas là on parle d'un sol hyper fertile.
Donc, Mhm. c'est pas le sable de la plage. Là. C'est ça qu'ils appelaient les sand drifts. I suppose. Par exemple, après une. Ça, c'est des sandstorms. Sandstorm, ouais. Sand dust, c'est genre quand. Souvent, tu arrivais, si tu te promenais sur la rue avec ta voiture, comme en hiver, tu avais des grands bancs de neige, puis l'été, tu avais des bancs de sable. Mais ça n'a pas vraiment enterré tout un village, non? Bien, que Vancouver, t'en montrer un plus gros. Wow. Ça, c'est la ville de Phoenix en 2011. En Arizona. Ouais, en Mhm. Arizona. Dearman. Donc, vous voyez en bas à gauche les bâtiments. Wow. Et là évidemment, on parle de millions de tonnes de sol. Donc, à travers les années, votre sol sur lequel vous travaillez peut baisser de plusieurs pieds à travers les années. Mais on a eu ça dernièrement encore des... Ça, c'est en 2011 en Arizona. Mhm. Ici, je ne pense pas qu'on ait eu ça parce que, dont j'en parlais, une des grandes découvertes, c'était justement comment ils ont arrêté l'érosion. Je vais juste montrer un petit clip rapide d'une tempête de sable en mouvement sur plusieurs heures. Reclique dessus. Ah. Firefox. Donc, Phoenix, Wow. là, vous voyez très bien la ville. Là, ça va. Il appelle ça un haboub. Et qu'est-ce qui cause la tempête de sable? Mais en fait, vous n'avez plus aucune végétation, vous n'avez plus d'arbres, vous n'avez plus rien. Donc, il y a un vent continuel qui se fait, puis qui emporte avec lui le sable, le vent, je ne vais pas dire le sable, la température. Wow. Donc là, la différence, en fait, c'est 2011 à 1930. La grosse différence, c'est les maisons. C'est-à-dire que là, vous pouvez rester chez vous, puis les fenêtres branlent un peu, il y a du sable, ça va. Mais dans les années 30, vous vivez dans des petits shacks, 4 morceaux de plywood. Donc, vous êtes dans votre maison, puis le sable vous ramasse. Puis c'est pour ça qu'ils appellent ça les dirty 30s. Parce que tout le monde était sale. Tu ne peux pas te laver. Tu avais le barbier qui ne pouvait pas te raser parce qu'il y a toujours du sable. Ça maganait la lame du rasoir. Il ne peut pas raser personne. C'était les gens qui prenaient une bière. C'était. T'enlèves le sable. Ouais, non. C'est ridicule, mais c'était comme ça. À cause, il n'y a pas d'infrastructure. Puis l'érosion était tellement forte que le sable était partout. Le sol était partout. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que dans les années 30, on a eu. Il y a eu plusieurs catastrophes qui vont avec le manque d'eau, ou souvent il y a une espèce de mélange, parce que c'est pas nécessairement qu'il pleut jamais, mais souvent des pluies sporadiques, des pluies vraiment minimes, peuvent aussi créer d'autres problèmes. Comme par exemple, si vous avez des locustes, ou en anglais des grasshoppers, qui vont, une espèce de sauterelles, qui vont manger votre récolte. Ben, souvent, le locuste a besoin d'un tout petit peu d'humidité. Puis quand il y a un petit peu d'humidité, là, il y en a assez pour se vigorer. Puis là, il y a des nuages qui traversent les prairies, qui détruisent tout. Donc la question est comme disait, je pense que c'était Keisha Rogers au Texas qui disait ça, elle disait attendre la pluie, c'est pas une politique. C'est une politique écologique, dans le sens où tu fais rien, puis s'il pleut, tant mieux. Mais sûr que les gens meurent plutôt que d'habitude. L'écologie, c'est parfait. Ok. Vous dites qu'il faisait tellement chaud que le gazon devient sec et puis vous disiez que la terre descend du niveau? La terre part dans le vent. Il n'y a plus de racines ou quoi que ce soit. Ça fait que c'est juste. Donc vous pouvez perdre votre sol, le sol part au vent, donc ça descend. Les gens peuvent perdre jusqu'à 4 ou 5 pieds de sol dans leur ferme à cause de ça. Il n'y en a plus de topsoil.
C'est ça. Pour planter. Et donc, toute humidité qui pouvait être gardée dans le sol disparaissait parce que le sol disparaissait lui-même. OK. Donc, un point très important dans cette mobilisation-là, c'est qu'en fait, ce qui a permis la vraie mobilisation au Canada à ce moment-là, c'est que en 1886, il y a eu le Dominion Experimental Farm Act qui a été mis en place. Donc, on avait une série de fermes expérimentales, surtout dans la région de Colombie-Britannique, une ville qui s'appelait Agassiz, et qui a commencé justement à dire, OK, on va développer la question de l'agriculture d'un point de vue scientifique, on va faire des expériences. Et ces gens-là, en fait, allaient sur leur petit bonhomme de chemin, comme on dit, parce que, en fait, vraiment à cause de politiciens, mais aussi à cause d'une population qu'on peut dire qui s'est fait aveugler par le fait que les sécheresses, c'est rarement quelque chose d'explosif. Vous pouvez avoir une sécheresse pendant 4 ans, puis l'agriculteur ou le fermier, l'année prochaine, ça va aller. L'année prochaine, j'ai besoin d'une bonne récolte sur 5, je vais être correct, pas de problème. Et souvent, ce qu'il y avait, c'est que oui, tu avais 2, 3, 4 mauvaises années, mais tu en avais 1 ou 2 bonnes. Là, tu te refaisais ton fonds d'argent, pas de problème. Mais à un certain point, quand ça frappe pendant plusieurs années, et aussi ce qui s'est passé, ce qui aide beaucoup, c'est qu'en fait, il y a une de ces tempêtes de sable qui s'est rendue jusqu'à Ottawa. Ouais. Imaginez qui est donc parti de Calgary, là. Imaginez la tempête qui se rend jusqu'à l'autre bord de l'Ontario, à Ottawa. Et là, évidemment, il y avait des centaines de millions de tonnes de sable. Ils se disaient, OK, mais peut-être qu'il faudrait faire quelque chose. Peut-être que ça vaut la peine. Donc, ce qui a été lancé au début, bien évidemment, c'était rien de... En fait, c'était un peu comme une guerre, je dirais, parce que, vous voyez, la deuxième chose ici, le Prairie Farm Rehabilitation Act, 1935. Là, vous aviez une somme allouée, finalement. On parle environ de 1 million de dollars par année sur 5 ans pour dire, OK, il faut faire quelque chose. C'est pas juste qu'on perd notre sol, mais comme vous avez vu au début, vous avez une population qui frôle la folie, qui est dans la pauvreté la plus abjecte. Et qui, justement, perd espoir. À un moment donné, puis le gouvernement a dû faire à ça beaucoup, c'est que les gens voulaient s'en aller de là. Donc, il y a eu plusieurs vagues d'immigration, soit d'immigration simplement au nord, au sud, essayer de chercher des endroits, en fait, des villes industrielles pour trouver un emploi. Mais l'idée d'être agriculteur était impossible. Puis ce qui a causé encore plus de problèmes quand on a essayé de combattre l'érosion, parce que, imaginez, là, vous dites, OK, on va s'occuper de l'érosion, et là, vous avez tous ces territoires-là qui appartiennent à quelqu'un, mais cette personne-là est partie, on ne sait pas où. Là, vous avez un autre type de territoire qui appartient à une autre personne. Vous avez un territoire qui est bon pour le blé, mais qui n'est pas bon pour autre chose. Vous avez un territoire qui est pas bon pour le blé, qui est bon pour le pâturage, par exemple. Donc, c'est un énorme cafouillage et c'était un énorme problème logistique pendant plusieurs années, à savoir comment est-ce qu'on peut vraiment avoir une approche totale du tout. Parce que sinon, les gens du PFRA, on va appeler, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens du Dominion Experimental Farm se sont retrouvés à être sur le terrain. Ils sont allés sur le terrain voir les agriculteurs, faire des expériences, faire des meetings, puis aussi briser les fausses idées que les agriculteurs avaient concernant l'agriculture. Parce que c'est toujours le fun, si vous avez une terre riche, si vous avez de la pluie, vous n'avez pas 36 choses à vous demander, vous ramassez ça et c'est à peu près tout. Mais quand il y a un problème, en fait, quand on voit que quand il y a un problème, là, on se rend compte qu'on ne sait pas de quoi on parle.
Donc, plusieurs des ingénieurs du PFRA ont dû briser les fausses actions des agriculteurs eux-mêmes, qui disaient mon père a toujours fait ça, mon grand-père a toujours fait ça comme ça, pourquoi je changerais? Ben, je vais te montrer pourquoi il faut changer. Et c'est à leur job de reconfirmer toute la production, que ce soit de combattre l'érosion, les animaux, donc le bétail, les vaches laitières, puis évidemment contrer les invasions d'insectes, de rongeurs, puis aussi évidemment les maladies. Donc les maladies qui pouvaient, ils appellent ça la rouille. Donc de bloquer tout ça. Pour vous donner une idée, l'exemple le plus important, j'ai pas eu le temps de rien faire de très visuel, mais je vais vous en parler parce que j'en ai parlé à la Fondation de la Fèvre le 4 ans de ça. Mais c'est en fait comment ils ont arrêté l'érosion. Je pense que le point clé, aussi le point clé à mettre dans le visage d'un écologiste un peu trop gun-ho. Parce que imaginez, vous êtes dans les prairies et l'herbe indigène de la place est juste pas assez forte pour survivre l'hiver ou survivre l'été. L'herbe meurt, donc si l'herbe meurt, le sol part avec. Et c'est là où il y a des gens qui ont eu certaines idées justement de dire, ben, écoutez, allons regarder dans les autres pays, qu'est-ce qu'ils utilisent exactement. Et c'est là où, en Sibérie, en fait, il y a ce qui s'appelait le crown wheat grass, qui était un herbe, en fait, une herbe, on va dire, tough, qui était capable de survivre à la Sibérie. Et c'est des scientifiques canadiens et américains, dont un qui s'appelle Lawrence Kirk, très important parce que c'est lui qui a fait des expérimentations, justement, faire différents mélanges pour essayer de voir quelle herbe il pouvait justement développer avec le crown wheat grass. Et en fait, au début, c'était difficile parce que c'était une herbe qui n'avait pas besoin d'aide. Donc, si vous créiez des conditions trop bonnes pour l'herbe mourrait. Mais si vous créez des conditions difficiles, l'herbe, elle poussait, puis là, elle était active. Et ça a pris, évidemment, on parle de quelques années afin de trouver vraiment un type de crown wheat grass, de développer, plutôt pas de trouver, mais de développer un type de cette herbe-là, qui en fait vraiment répondait aux appels de la plupart des gens. Et ça, pour moi, c'est toujours un bon exemple parce que là, tu viens d'introduire quelque chose d'un autre pays qui fait mieux que l'herbe indigène qui était là depuis. Et ça, c'est vraiment une belle démonstration de... en fait, c'est une démonstration de gens qui ne sont pas laissés limiter par le peu de moyens qu'il y avait parce qu'il n'y avait vraiment pas de moyens. Apparemment, de gens... je vais parler un peu plus de ça tantôt, mais vous n'aviez pas affaire à quelque chose de très, très militaire. C'était vraiment cacophonique. C'était les gars, ils avaient leurs autos, ils se promenaient, ils essayaient de coucher chez quelqu'un. Ils donnaient plein de présentations à des fermiers qui, justement, les fermiers, après certaines découvertes, seulement après que certaines découvertes aient été faites, ils étaient prêts à écouter le scientifique, parce qu'au début, ils disaient, mais tu vas pas me dire quoi faire, c'est moi l'agriculteur. Donc, tu es là, mais il faut sauver les prairies. Donc, il y a beaucoup de ces problèmes-là. Et quand cet arbre-là est entré, là, on a commencé à avoir un break un peu plus important. Mais malgré ça, les années 30 sont reconnues, c'était chaotique à tous les niveaux, que ce soit l'érosion, ou les insectes, ou la grêle aussi. C'est un gros phénomène. OK. Donc, après avoir sauvé l'érosion, après avoir avoir arrêté plutôt l'érosion pour la sauver, la question c'est, bien, où est-ce qu'on s'en va par la suite? Est-ce qu'on fait juste dire, OK, érosion, insectes, grêle, si on y va comme ça va pas marcher. Donc, quand on regarde le phénomène de sécheresse d'un point de vue plus grand, évidemment, comme je disais au début, on parle de centaines d'années où la sécheresse a été connue comme étant active. Donc, on ne parle pas de CO2, on ne parle pas de changement climatique.
Et il y a justement une étude que vous avez vue, faite par le gouvernement de la Saskatchewan en 2004, qui démontre qu'en fait, le CO2, peut-être, mais il n'y a personne qui n'a aucun outil ou aucun modèle pour pouvoir dire que c'est vraiment ça qui affecte aujourd'hui. Mais au contraire, il y a d'autres modèles, dont l'étude de cycle solaire. C'est-à-dire qu'une des hypothèses de l'époque, c'est-à-dire qu'avec certains cycles solaires, donc quand le cycle est élevé, quand l'activité du soleil est élevée, donc il y a des sécheresses. Et il y avait à l'Illinois, il y a une étude qui a été faite en Illinois là-dessus. Puis pour l'Illinois, ça s'accordait. C'est-à-dire que vous voyez, vers le haut, vous avez la sécheresse, dry, à droite. Donc, et les activités solaires. Donc ça coïncidait, comme vous voyez, quand il y a une date avec une flèche, ça veut dire une sécheresse. Et comme vous voyez aussi en bas, donc le modèle n'était vraiment pas parfait. Puis nous, ce qu'on a démontré récemment, en fait, c'est que ça pourrait être le contraire. C'est que, comme a été démontré par des scientifiques, dont un dénommé Sven Mark, qui en fait a fait l'étude de l'impact des rayons cosmiques sur la planète Terre, pour démontrer en fait que c'est quand l'activité du Soleil est basse que, en fait, il y a moins de nuages. Et l'activité cosmique, en fait, va toucher la Terre beaucoup plus que si le Soleil est en grande activité. Donc, ce que je vous montre là, ça vient de Fix. Évidemment, on parle d'études, je crois que c'est dans les années 80. Donc, depuis il doit y avoir autre chose. Et un autre phénomène associé justement aux sécheresses, c'est en fait les différents courants d'air, les fronts chauds, les fronts froids. Comme vous voyez sur la carte, le gros espace en bas, ça dit abnormally cold water. Et en haut, c'est abnormally warm water. Et là, vous avez sur le territoire, mais là, vous avez une abnormal drought, je pense. En fait, c'est la sécheresse. Donc là, de ce point de vue-là, c'est sûr que s'occuper de l'érosion, c'est bien, mais le phénomène est beaucoup plus grand que le simple territoire touché par la sécheresse. On va arriver là. OK, le réchauffement de l'océan Pacifique, c'est ça que je vais montrer. Juste rapidement, c'est-à-dire quelles ont été les étapes suivantes. Évidemment, l'étape suivante, ça a été l'eau. Les pluies ont recommencé vers 1937, c'était là où il y a une grosse pluie, mais ça ne s'est pas fait de manière constante, donc ça a aidé, mais ça n'a pas résolu le problème. Donc, une des actions que le PFRA a posées, c'était de creuser en fait des réservoirs. Donc, de creuser, en fait, ils ont creusé des dizaines de milliers de réservoirs sur les territoires pour absorber la neige, la pluie, pour que l'agriculteur puisse utiliser ça. Et aussi des petits barrages sur différents cours d'eau qui ont permis d'aider une ferme ou quelques centaines d'acres, mais évidemment, là, on parle de sauver 4 ou 5 millions d'acres. Donc, les petits barrages ne fonctionnaient pas. Et évidemment, et c'est un peu sorti de manière naturelle, je dirais, où les agriculteurs, après avoir pris parti à cette mobilisation-là, en créant par exemple ce qu'on appelait le AIA, qui est un acronyme qui veut dire Association of Independent Agronomists, je pense. Donc, voyant que les scientifiques sur le terrain couraient partout pour essayer de faire des expériences puis sauver le territoire, les agriculteurs ont commencé à se mettre en groupe pour aider à ce travail-là, donc creuser les réservoirs. Il ne fallait pas passer 2 mois à creuser les réservoirs, donc ça prenait des machines, ça prenait de l'argent. Donc le gouvernement a aidé beaucoup, mais ça prenait une grande volonté de la population de sauver le territoire, sachant en fait le potentiel de ce territoire-là. Donc évidemment, après ça, après les réservoirs, après les petits barrages,
Là, on en vient à des gros barrages. Donc, on avait la rivière Sainte-Marie, la rivière Saskatchewan du Sud, c'était les deux premières cibles pour irriguer là, des millions d'acres sur le terrain. On avait même aussi dans le nord, on avait des projets de drainage, donc d'enlever un eau additionnelle pour créer des terres dans le nord de la Saskatchewan. Donc, c'est bien, on fait un réservoir, on fait un vrai barrage, ça aide beaucoup, mais encore là, on se limite. On se limite à des réserves d'eau qui sont sur le continent, qui sont des sources de glaciers ou des sources de montagnes, des choses comme ça. Beaucoup d'eau venant là, des rocheuses, par exemple. Mais ça ne va pas résoudre le problème. Et c'est pour ça que ce que je vous montre là, le projet Nawapa, le projet dont on parle en 2014, était en fait la suite rationnelle et voulue par la population canadienne et américaine à cette époque-là. C'est-à-dire, ça c'est la prochaine étape, où là, on fait vraiment un pied de nez à la nature, puis on dit qu'on va développer un système d'approvisionnement en eau qui va se soutenir lui-même, un système qui va s'abreuver lui-même en déviant justement une partie des eaux du nord dans l'Alaska et du Yukon. Pourquoi là? Parce qu'il y a beaucoup d'eau? Non. Parce que les précipitations se font là. Donc, comme je dis plusieurs fois, si vous avez un lac au Texas, le lac s'évapore, il ne va pas retomber à la même place. Sinon, ça serait trop facile. Tu prends de l'eau, elle retombe le lendemain, et tu n'as pas de penser trop, mais ce n'est pas ça le cas pantoute. Et que 40% des précipitations se font dans la région Alaska, Yukon et Colombie-Britannique. Vous voyez les grandes flèches bleues, c'est en anglais le runoff, donc la perte d'eau dans différents secteurs nord-américains. Donc la création de réservoirs, des réservoirs immenses évidemment, on parle de ramener 20% de cette eau de précipitation. Je pense que c'est un bon terme utilisé, un eau de précipitation. Comme ça on sait que c'est pas juste un lac qu'on siphonne. C'est qu'on veut ramener cette eau, on veut que l'eau de l'évaporation et de la précipitation retourne au travail sans devoir la perdre dans l'océan Arctique. Là, vous voyez les différentes quantités d'eau qui découlent hors du continent. Et la partie qu'on veut ramener pour, ramener toute l'eau jusqu'en Californie, jusqu'au nord du Mexique. Vous voyez le sud, vous avez l'Oregon, Nevada, Utah, Californie, UT, c'est quoi? Je pense que c'est Utah. Ah, peu importe. Vous avez la Californie, Nevada. Donc, de ramener l'eau jusque-là pour ramener les réserves d'eau à leur norme, puis en avoir encore plus d'eau. Et de faire, de la Californie un endroit beaucoup plus stable au niveau agricole, mais au niveau biosphérique en soi. Quand on parle de 40%, est-ce que c'est sur des centaines d'années? Est-ce que c'est des cycles? Est-ce que des fois c'est 10%? Est-ce que des fois c'est 60%? C'est ça. C'est-à-dire que le calcul est fait selon la précipitation annuelle et que le runoff que tu vois, c'est annuel, le runoff annuel. Donc, combien d'eau va dans l'océan chaque année? Donc, le but du projet vise à prendre un 20% de ça pour, comme tu vas créer des réservoirs, mais que les réservoirs puissent fournir selon les besoins, évidemment. Mais comme tu peux t'en douter, avant que l'eau de l'Alaska arrive en Californie, ça prend quelque chose comme 8-10 ans. C'est pas assez long. Donc, c'est d'amener cette eau-là rapidement. Aussi, je l'ai montré là, dans les prairies canadiennes. Il y a un peu le même phénomène qui se fait. Donc, c'est ça. C'est ça, je pense, le point qui fait que Nawapa, c'est la suite logique. On ne fait pas juste prendre une source finie. On va la siphonner jusqu'à ce que, quand tu es dans les années 40, de l'agriculture à un certain niveau, tu regardes une ressource d'eau,
waouh, j'en ai pour 400 ans, tu sais, mais les techniques changent. Donc, plus d'eau, plus de production, plus de gens, c'est correct. Mais de te limiter à un lac ou même une rivière, ou même une grosse rivière, démontre un manque un manque de vision. Mais moi, ce que je voulais vous dire, en fait, avec la mobilisation des années 30, c'est que l'esprit s'en allait vers ça. Les gens ont connu la misère, ils ont réussi à combattre. Ils disent, bien, quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? C'est toujours une prochaine étape. Tu n'arrêtes pas. Et tu transformes les choses. Donc là, je vous montre là, la section dans les prairies. On parle d'un 17 plus 33. Donc vous avez 33 millions d'acres-pieds d'eau. On parle d'environ 20 millions, je crois que c'est 20 millions de mètres cubes d'eau par année, plus le 17 de la rivière Fraser, qui se lie à la rivière Peace, pour là passer à travers le triangle Palliser. Et qu'est-ce qui suit par ça? Ben, c'est pour reboiser. On parle de centaines de millions d'arbres. On parle aussi évidemment d'irrigation. Donc de passer à l'étape supérieure. Et je pense que c'est une bonne idée de garder en tête aussi l'aspect que la question, c'est pourquoi ça n'a pas été fait dans les années 50 ou 60. Et évidemment, c'est... Irrigation, ça veut dire création des canaux. Ben, que, par exemple, s'il y a une sécheresse, ben, vous avez accès à un eau qui va être répartie sur votre territoire à travers différentes machines ou des sprinklers, des choses comme ça. Donc, vous avez un eau disponible en cas de sécheresse. Pour arroser. Ah, pour arroser. Voilà. Okay. Tu sais que des fois, tu passes dans les gens, ils ont les balayeurs d'eau, là. C'est ça, en fait. C'est juste d'avoir un eau disponible pour que, s'il n'y a pas de pluie, bien là, on fait marcher l'irrigation, donc on amène l'eau, tout dépendamment. Parce qu'évidemment, à l'époque, ça prenait des walkie-talkies, tout ça. On a besoin de combien d'eau? Ouais, t'habites où? OK. Plein de calculs. Mais le but, c'est de garder un système le plus fonctionnel possible. Puis qu'en fait, même si on n'arrête pas le phénomène de sécheresse lui-même, qui vient soit du soleil ou d'ailleurs, on ne sait pas exactement, on peut faire comme si de rien n'était, ou presque. On passe par-dessus ce stade-là. Puis comme je vous disais, là, c'est pas... le Canada n'est pas isolé, on a beaucoup d'eau, mais c'est une eau qui est très très mal répartie. C'est une eau qui s'en va. Et si vous étiez en Égypte, par exemple, vous voyez ça, ben vous diriez, ben non, il faut la ramener l'eau, il faut irriguer, on a un désert, on a des bonnes terres, il faut les irriguer. Quand on est en avion et on regarde le Canada comme ça, c'est des marécages et des marécages, des marécages. Surtout quand vous êtes vers... Ben, vous avez les prairies où il manque de l'eau. Puis par exemple au Québec, il y a trop d'eau. Il y a des inondations, il y a des bonnes terres qui sont inondées. Il y a justement un surplus d'eau, pendant que par exemple les grands lacs, les niveaux baissent. Donc il y a des projets pour amener l'eau. On parle de 2% de l'eau qui s'en va vers pas la baie James, ou la baie James. Donc il y a une perte d'eau au Québec qui se fait dans la baie James, de l'eau douce. Donc il y a des projets pour prendre 2% de l'eau qui s'en va dans la baie James, pour en fait aider les grands lacs, aider pour l'industrie, aider pour les terres aussi, les terres agricoles. Puis ce 2%-là, ça équivaut à la consommation annuelle de 150 millions de personnes. Donc c'est énorme. Là. Donc c'est pour ça qu'il faut concevoir le tout, pas d'une manière, d'une manière nationaliste bouchée. C'est notre eau, c'est de l'eau canadienne. Il n'y a pas de pas là, c'est pas vraiment ça. Ou de dire, non, si on fait quelque chose, ça va changer autre chose, ça vaut mieux rien faire. Je m'excuse. Ce qui était fait dans les années 30, c'était complètement à l'encontre de cette conception-là. Ils ont créé un des greniers de production alimentaire au monde. Là. On est 5e dans le blé, 7e dans l'orge. Donc c'est des terres les plus... Et on exporte 90% de ça. Donc c'est énormément de gens là, qui se nourrissent de ça.
OK. Donc, qu'est-ce qui suit après n'avoir pas? C'est la question. Donc, comme vous voyez, on a une intervention humaine dans une région peu habitée, donc l'Arctique. Et aussi, évidemment, quand on parle de l'eau, mais quand on se déplace dans le nord de l'Arctique vers l'ouest, vers l'est plutôt, on parle de ressources, du thorium, par exemple, qui peut aider là, pour les nouveaux types de réacteurs nucléaires. Et on parle aussi d'un territoire qui peut nous être utile pour l'exploration spatiale. De deux manières, c'est-à-dire avec un territoire qui a l'air à ça, des températures souvent extrêmes, qui peuvent nous rappeler un peu justement les difficultés à vivre ou à se promener sur la Lune ou même sur Mars, pas pour tout de suite, mais plus tard. Et aussi la présence de radiation cosmique qui se fait dans la région du pôle, ou avec le champ, la manière dont le champ magnétique de la Terre est fait. Beaucoup de ce rayonnement cosmique se rend dans le pôle Nord. Et là, on voit, c'est avec ça qu'on voit les aurores boréales. Donc, une place très importante pour la science, pas juste prendre des minerais puis s'en aller, mais vraiment développer des villes scientifiques. On a parlé de ça beaucoup dans le mouvement ici, là, de faire des villes, en fait, je dis automatiques, mais des villes en fait qui s'approvisionnent eux-mêmes, donc une self-sustaining cities. OK. Qu'est-ce qui suit après ça? Bien, on a la Lune. On a les Chinois qui sont en train de regarder très sérieusement l'exploration de la Lune pour l'hélium 3. On a aussi une prochaine station orbitale spatiale chinoise qui va être bientôt démarrée. On va commencer à envoyer les pièces pour la construction. Donc, qui est évidemment, comme le disaient les scientifiques chinois, c'est un peu si on va aller dans l'espace, et il faut aller dans l'espace pour vraiment connaître nos origines et connaître le fonctionnement du système solaire. La Lune est la première étape où on peut aller commencer à regarder, en fait, le reste de la galaxie à travers une lucarne beaucoup plus claire que sur la Terre, par exemple. Évidemment, avec ça, la question des astéroïdes. Donc, comment est-ce qu'on protège la Terre d'astéroïdes dont on a peut-être entendu parler plus récemment à cause des différents, notamment l'astéroïde en Russie qui a frappé 2012, je pense. Ça fait la manchette, mais ce qui était drôle, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout le monde regardait un autre astéroïde. Les gens regardaient l'astéroïde en disant « Ah, on nous a dit que ça allait passer près de la Terre. » Donc les gens regardaient l'astéroïde comme ça. Et là, il y en a un autre qui a frappé la Russie. Donc, pourquoi j'ai pris cette image-là, c'est parce que justement, on voit très peu. Et donc, le NEO Survey Observatory, c'est un satellite qui va nous aider justement à répertorier beaucoup plus le nombre d'astéroïdes qui sont évidemment dans les centaines de milliers. Et on est dedans, là. Donc, d'où l'idée de faire revivre le projet dont Larouche parlait dans les années 80, l'initiative de défense stratégique. Mais cette fois-ci, Larouche, à ce moment-là, parlait évidemment du danger de guerre nucléaire, donc de détruire les armes nucléaires avant qu'elles touchent quiconque. Et là, de diriger ça vers une défense terrestre, donc visant les astéroïdes. Et évidemment, pour connaître la trajectoire d'un astéroïde, il faut s'y prendre plusieurs années en avance. Et si on veut le faire dévier, plus tôt on le fait, le mieux c'est. Ça va prendre moins d'énergie pour le faire dévier. Je vais expliquer vite, c'est pas grand-chose, mais plus on connaît rapidement, mieux c'est. Si vous avez la Terre, vous avez l'astéroïde qui s'en vient comme ça. Mais si vous le faites dévier d'ici, mettons de 5 degrés, ça peut être suffisant pour qu'il rate la Terre. Mais si vous attendez à ce qu'il soit ici, mais là, vous devez le faire dévier de 20, 25, 30 degrés. Donc, ça va prendre un méchant boom. Donc, plus rapidement c'est fait, le mieux c'est. Donc, l'expansion humaine dans le système solaire, juste pour ça, c'est suffisant. Évidemment, on gagne beaucoup plus que simplement une protection contre des astéroïdes. Alors,
Et évidemment, à travers ce processus-là, on développe, quand on est sur la Lune, on a sous la main l'hélium-3 qui permet la propulsion à la fusion nucléaire, qui là vraiment nous rapproche du reste du système solaire, dont Mars peut être atteint en environ une semaine avec une propulsion à la fusion nucléaire. Une propulsion qui se fait à partir de la Lune, la Lune devient une base. Donc la propulsion se fait plus facilement vu qu'il y a moins de gravité sur la Lune. Donc une expulsion beaucoup plus facile. Et rejoindre Mars en l'espace d'environ une semaine. Puis on pourrait aussi se poser la question, qu'est-ce qu'il y en a des autres planètes? Là, évidemment, la distance est encore plus loin. Donc, il ne serait pas fou de parler d'un autre type de propulsion supérieure qui serait nécessaire pour, par exemple, atteindre Uranus ou Neptune. Parce que le Mars, par exemple, est à 1,5 unités astronomiques du Soleil, 1,5. Puis la Terre est à 1 unité astronomique. Donc, c'est pas tellement loin de Mars. Mais là, quand on parle de Neptune ou Uranus, on parle de 20-30 unités astronomiques. Donc, c'est très gros. Donc, évidemment, quelque chose de plus fort serait nécessaire. Et quand vous êtes sur Mars, ce que de bien, c'est que là, vous pouvez aussi, dans le concept de terraformation, vous pouvez utiliser le principe Nawapa. Parce que ce qu'on avait démontré il y a quelques années, c'est qu'en fait, la superficie martienne correspond à peu près aux déserts qui sont sur la Terre. Donc le nord de l'Afrique, le centre de l'Eurasie et l'ouest nord-américain. Donc avec le Nawapa en tête, vous pouvez arriver là. Et en fait, tout dépendamment de ce qu'on y découvre aussi, on n'est pas encore rendu là. On a quelques idées sur le champ magnétique et sur la présence de vie, etc., mais c'est très limité. Et donc, là, on pourrait penser à une planète qu'on pourrait faire habitable. Mais là, évidemment, on n'est pas là, on parle de plusieurs siècles de développement. Nous voulons prendre les eaux et puis les amener dans le désert. Oui. Mais sur Mars, où est-ce qu'on aurait des eaux à amener? Mais là, il y a peut-être les astéroïdes, ça peut être intéressant. Puis peut-être que des souches d'eau, on ne sait pas. C'est ça comme ça. Un optimisme. Non, je ne pense pas qu'on amène de l'eau directement d'une autre manière, parce que ça coûterait cher en déplacement. En fait, c'était un peu en lien avec la Lune. Je ne sais pas s'il y en a qui ont peut-être entendu, mais la NASA a déposé un document de 350 pages sur le développement d'un ascenseur en nanocarbone qu'ils veulent faire. Ce serait l'ascenseur d'environ un diamètre d'1 mètre, fait de nanocarbone qui irait jusque dans la stratosphère, donc plusieurs centaines de kilomètres de hauteur. Puis on pourrait installer des cargos dessus, puis les monter. Tu pourrais faire monter un cargo pour environ 500 $, qu'estime, qui serait vraiment plus cheap que 30 000 $ pour envoyer des morceaux avec des fusées qui consomment plus la préparation d'un mois. Là, ça pourrait vraiment être des rotations non-stop. Donc, pour l'exploitation de l'hélium-3, ça serait vraiment quelque chose qui serait envisagé. Mais tu parles du nanocarbone comme propulsion? Non, comme matériel? Comme structure, c'est vraiment une des structures les plus solides. C'est un métamatériau, en fait, qu'on a créé à partir du carbone, qu'on a dévié. C'est tellement solide que tu n'as vraiment pas besoin de beaucoup de surface, que tu peux seulement avoir un diamètre de 1 mètre. Ça pourrait accélérer une centaine de kilomètres de hauteur. Et c'est un projet que la NASA travaille beaucoup dessus actuellement, de le développer. Ils disent que pour 2035, on pourrait avoir la première tour. Ah ouais? C'est bon. C'est souvent comme ça. C'est qu'il faut, justement, on en revient à la... En fait, qu'est-ce qui arrive quand justement les gens perdent espoir? Est-ce qu'ils regardent ces choses-là? On a pris l'exemple au début de la dame qui perd sa fleur. L'exemple peut-être un peu enfant, mais quand même, la fille elle vit dans des conditions absurdes de pauvreté. Elle perd espoir. Et heureusement, dans les années 30, les fermiers, plusieurs ont regagné cet espoir-là. C'est facile, tu perds tout 5 ans sur 5. Tu ne peux pas t'attendre à grand-chose. Et je pense que quand on élabore un peu la trajectoire que j'ai donnée, qui
évidemment, M. Larouche et nos associés parlent de ça depuis très, très longtemps. Mais il faut avoir un certain espoir. Avoir un espoir que les choses peuvent aller mieux et qu'on peut arrêter les pires choses, que ce soit une guerre nucléaire ou une sécheresse. Que souvent, ça prend des mobilisations incroyables. Dans le sens où c'est l'esprit humain qui se mobilise, non pas parce qu'il va y avoir quelque chose, un gain rapide. Vous voyez, les prairies canadiennes, on a commencé en 1935, grosse mobilisation. Puis il fallait attendre jusqu'à dans les années 45 environ pour dire, OK, on a peut-être sauvé la situation. Il n'y avait aucun gain rapide. C'était vraiment une question d'espoir qu'avec ces gars-là, avec ces nouvelles découvertes-là, on peut faire quelque chose de mieux. Et c'est ça, en fait, c'est cette conception de l'avenir, une conception claire du futur qui peut amener des gens à agir, même s'ils n'ont plus rien à manger ou plus rien à se mettre sur le dos. Et je pense que c'est l'aspect le plus important que nous, on essaie de canaliser dans la population. C'est facile de perdre espoir, surtout quand les gens n'ont pas de culture, les gens ont pas... les gens se font dire qu'ils sont des parasites par David Suzuki. Je veux dire, t'as pas un sens que tu peux aller très loin dans la vie. Puis même tu as un sens que faudrait mieux que tu n'ailles pas trop loin de la vie parce que ça pourra faire des problèmes. Donc ça, c'est vraiment une culture. En fait, c'est une culture de type impérial qui fait que les gens n'ont aucune envie de sortir du tout. Et c'est là où Nawapa transforme tout ça. Malgré les petits problèmes logistiques ou les problèmes, c'est mon eau, c'est l'eau canadienne, peu importe, on a vraiment un projet sur la table qui peut changer la situation. On a un exemple historique de gens qui ont fait ça et qui ont fait en fait une des plus grandes mobilisations, sans compter, mettons, la Deuxième Guerre mondiale, mais vraiment une mobilisation sérieuse pour développer un des endroits les plus productifs au monde, un endroit qui était sur leur point. En fait, je vais laisser la parole à l'auteur du livre. Une petite citation terminée. Est-ce que quelqu'un peut laisser? In terms of money spent and projects completed, the accomplishments of the PFRA are impressive. In terms of the transformation of the Palliser Triangle from an arid, windswept, and beaten-down countryside into a prosperous country in which the farmers have come to enjoy the amenities of civilized living, the accomplishments are also impressive. But what makes them so is not the sight of the land as it became after everything was done. It is the memory of what it was like before the first halting steps were taken to beat back the encroaching desert in 1935. The Palliser Triangle in 1935 was in truth well on its way to becoming the Great Canadian Desert. It was prevented by the fortuitous combination of the intelligent application of scientific knowledge, the incredible patience and fortitude of the people of the land, the dedication of brutally underpaid employees of the experimental farms and other government departments, and a break in the longest siege of atrocious weather since in all probability the times of Joseph of Egypt. Men Against Desert, 1967. C'est tout. Et en fait, Larouche remet sur la table la nécessité de destituer Obama, vu son narcissisme et sa folie non passagère. Et aussi ses différentes déclarations récemment concernant l'Ukraine et concernant aussi un décret présidentiel signé le 6 mars, dans lequel, si quelqu'un peut lire, peut-être Pascal. Oui. Obama dans son décret présidentiel du 6 mars 2014. Les actions et politiques de certaines personnes, y compris des personnes qui ont exercé des fonctions gouvernementales dans la région du Crimée, sans l'autorisation du gouvernement ukrainien,
c'est-à-dire le gouvernement illégitime de Kiev, qui sape les processus démocratiques et les institutions de l'Ukraine, menace la paix, la stabilité, sa souveraineté et son intégrité territoriale, et contribue à la distribution inappropriée de ses avoirs, constitue une menace exceptionnelle et hors norme à la sécurité nationale et à la politique étrangère des États-Unis. Et avec ce décret, je déclare un état d'urgence national pour faire face à cette menace. OK, donc c'est une déclaration. En fait, plusieurs personnes dans les médias ont parlé d'un acte très, très insensé. Parce que c'est en train un peu, en fait, de lancer de la boue au visage de Vladimir Poutine. En disant, écoute, là, on va avoir des sanctions économiques, là, place-toi sinon ça va aller mal. Évidemment, Poutine, là, c'est pas un libéral, là. C'est pas quelqu'un de sport aveugle. Ça serait pas une forme de mensonge contre l'espèce humaine de faire ça. Et en fait, la question qu'on pose, que je vais poser dans ma présentation, c'est qu'est-ce qui fait en fait que l'être humain avance à travers les générations? Parce qu'évidemment, on pourrait dire aujourd'hui, OK, les années 30, la sécheresse des années 30, c'est fini, on n'a plus vraiment cette situation-là, on y a remédié. D'une certaine manière, c'est vrai, mais pas vraiment non plus. On est dans une situation où même en 2014, on peut considérer, selon certains experts qui font des moyennes, que sur 10 ans, il y a toujours 2 années de sécheresse dans les prairies canadiennes, similairement à d'autres places en Amérique du Nord. Et à chaque fois, on parle de milliards, évidemment, de milliards de dollars de dommages. Et dans certains cas, des dommages qui sont pratiquement irréparables. Et évidemment, le plus gros dommage actuel, c'est Obama. Et j'ai remis une feuille à plusieurs d'entre vous, ceux qui n'ont pas. Elle est ici. C'est le texte J'accuse de Lyndon LaRouche qui est sorti récemment. Qui était, je crois que c'est la base de la publicité là, qui est aussi dans plusieurs magazines, dont le Washington Times. Alright, commençons avec 2 citations en anglais, mais je pense que tout le monde parle en anglais. Je vais faire ma présentation en français. J'ai quelques citations en anglais, pas beaucoup. Mais je voulais commencer avec ça. Et ces 2 citations, en fait, 2 témoignages que j'ai pris dans ce livre-là. Men Against Desert, qui en fait rappelle la mobilisation dans les années 30 contre la sécheresse au Canada, donc l'Alberta, Saskatchewan. C'est un sujet dont je vais parler aujourd'hui, entre autres. Et oui, commençons avec les 2 citations. Donc les 2 citations viennent de gens qui ont en fait vécu dans les prairies canadiennes durant les années 30. Et il y a fait une sécheresse à ce moment. Il y avait les fameuses... la sécheresse des années 30, où vraiment c'était le chaos total. Donc eux, ils discutent, il y a 2 témoignages là-dessus sur un peu en fait comment la vie était à ce moment-là. Slideshow. Cloud coming up in the west and started to shiver, but the boy could get the binder and horses back to the barn a half-mile away. The storm had hit, and not one blade of wheat was left standing. My brother cursed the earth, the heavens, and all that was there in that day. My mother loved pansies, and she started a few plants in a tin can in March. Then she set them out in a little round flower bed about the end of May.
She watered them faithfully every night from a well about 10 blocks away. They were in full lovely bloom, and we thought sometimes they were the only things that were keeping her sane. When the grasshoppers struck, she covered the few in the middle with an upturned stovepipe. Brr, by golly. But by golly. But, by golly, they dug under it, and by morning there wasn't a shred of pansies left. Huh. She took one look at them and threw her apron up over her face and cried. She said, "I'll never try again." She never did. Edmund Ok, Jack. désolé de commencer comme ça, mais je voulais dans ma présentation adresser la question de l'espoir. On en a parlé récemment à travers la pièce Prométhée enchaîné, où Prométhée dans la pièce est celui qui donne le feu à l'homme, donne la science, l'écriture, connaître les saisons, etc. Mais aussi il donne des espoirs aveugles le midi. Et au début, tu ne sais pas trop quoi faire avec ça. Ok, c'est une bonne chose. Et, David? I was teaching school at the Cold Creek Colony, southwest of Rockglen, and used to hitch rides into Moose Jaw to see my folks. It was as common in those days to get caught in still drifts on the highway as it was to be caught in snow drifts. The Mounties used to say that they were busier gathering up people who had been driven insane by the Depression than in chasing crooks. There was one occasion when I was getting a ride back to school from Moose Jaw, and we were stopped by the Mounties. They were searching for a farmer who had disappeared. His 1.5-section farm had once been excellent land, but it had grown no crop in 5 years. The day before the Mounties stopped us, people going past had noticed this man driving his binder up and down a field in which nothing but stunted Russian thistle was growing. He had stopped and shouted to one of them, "Look at this for a stand of wheat. If it will go a bushel, it'll go 50 bushels to the acre. Best crop I ever saw." The Mounties had come to take him away, but he was nowhere to be found. His wife hadn't seen him since the day before when he had gone to the barn after breakfast. Dame Cameron, Man Against Desert. My brothers farmed near Brycrest, Saskatchewan, and for 9 years they never sold a bushel of wheat. One year it came up, not too bad. My nephew was running the binder while his father worked around the place. He saw a black cloud